Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je tiens à remercier Algolia de nous recevoir ce soir pour l'organisation de ce meet-up. Donc merci à Anastasia, Lucia et Sacha qui sont ici présentes pour la planification de l'événement. Donc moi je m'appelle Julien, je suis le cofondateur de The Design Crew. Avant ça j'étais product designer chez Adobe pendant 4 ans et ça fait à peu près 10 ans que je fais du design. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est The Design Crew, c'est à la fois des formations en product design, donc aujourd'hui on en a 5, qui sont destinées plutôt pour des product designers ou des product managers. Mais on est aussi un studio design. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On est un studio design. C'est-à-dire que concrètement, on aide des entreprises, des startups dans la définition de leur stratégie et de leur design sur leurs produits. On n'est pas là pour vous parler de ça ce soir. On est là pour vous parler d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur, qui est comment on fait pour progresser en tant que designer dans sa carrière. Donc à ce titre, Sacha qui est ici présente et Thomas qui est ici présent vont nous répondre sur ce sujet. Donc grosso modo, le format il est plutôt simple. On a quelques questions pour cadrer la conversation, questions que je vais poser à Sacha et à Thomas. Et ensuite, à la fin de chaque question, vous aurez l'occasion d'interagir directement avec Sacha ou Thomas. Donc, je pose une question, ils répondent, vous posez des questions et je repose une question. Compris? Donc, c'est plutôt clair. Du coup, on va commencer juste une petite introduction de Sacha et Thomas et je vais les laisser le faire eux-mêmes. Donc bonsoir à tous, moi c'est Thomas, je suis responsable de l'équipe UX et Product Design chez Captain. Ça fait 6 mois, donc c'est assez récent. J'essaierai de vous répondre tant que je peux si vous avez des problématiques qui sont spécifiquement liées à cette boîte. Avant ça, j'avais le même poste chez Rakuten, qui est une boîte que vous connaissez probablement mieux sous le nom de Price Minister. Et avant ça, j'étais dans le... Avant ça, on s'en fout en fait. Voilà, je crois que ça s'arrête là. Je vous en dévoile pas trop. Si vous, comme ça vous laissera un petit peu des petits hameçons si vous avez des questions à nous poser pendant les questions, justement. Bonjour, je suis Sacha. Non, je plaisante, je parle français mieux que ça. Mais, mais c'est vrai que je suis russe américaine, donc je suis venue à Paris il y a 2 ans de San Francisco. Et c'est la première fois que je fais une présentation en français, donc excusez-moi pour mon français un peu nul. Si je ne trouve pas des mots, je vais switcher en anglais. Je vais parler franglais comme Emmanuel Macron, en fait. Et oui, je suis devenue un manager de l'équipe de design il y a 1 an et demi, ici à Algolia. Et avant ça, j'étais à San Francisco et j'étais individual contributor. J'ai travaillé dans le freelance et dans une équipe d'une boîte comme ça aussi. Donc, c'est ça. Parfait, merci pour les introductions. Donc première question, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment vous aidez vos équipes, vous, à progresser dans leur quotidien, dans leur carrière? Donc ça, c'est la première partie de la question, mais il y en a une deuxième qui est un peu plus dure. C'est comment vous aidez à progresser les designers juniors versus les designers seniors. Et ça, c'est la partie un peu plus tricky de la question. Je vais décomposer la question en deux. D'abord, sur la première partie de la question, au quotidien, moi je dirais que mon rôle, il est double. J'ai un double rôle à jouer pour faire en sorte que quelqu'un progresse dans mon équipe. J'ai un rôle de manager et j'ai un rôle de coach. En tant que manager, mon rôle, c'est bien sûr d'assurer la productivité, la qualité, les résultats, la communication de l'équipe. Et pour cela, la plupart du temps, je vais rendre des comptes plutôt à la direction, à l'entreprise au sens large. Mais bien sûr, pour que quelqu'un progresse, ça ne suffit pas. Donc il faut aussi que j'endosse un rôle de coach. Et donc en tant que coach, mon objectif, ça va vraiment être de faire en sorte de faire exploser le potentiel des personnes qui sont dans mon équipe. Et vraiment de faire ce que je peux pour essayer de les aider à atteindre leurs objectifs professionnels. Par exemple, concrètement, chez Captain, une mesure que j'ai prise de coaching pour faire progresser mon équipe, c'est que on a tous des objectifs annuels. J'imagine, comme dans beaucoup de boîtes, on a des objectifs annuels à remplir. Moi, j'ai pris la décision que chez Captain, dans l'équipe, il n'y aurait aucun objectif qui serait pas directement lié au développement d'un collaborateur. C'est-à-dire, très concrètement, qu'il y a 0 objectif annuel qui sont fixés et qui sont liés à la sortie d'un projet en particulier ou le suivi de l'évolution d'un KPI particulier.
Au lieu de ça, on va plutôt travailler sur des problématiques beaucoup plus larges, mais beaucoup plus personnelles, comme comment est-ce que je fais pour gagner confiance en moi, comment est-ce que je fais pour gagner la confiance des autres, comment faire éclore mon potentiel. À partir de ces problèmes, on va prendre une problématique comme ça, et on va la déconstruire en fait en sous-problématiques, en sous-objectifs, pour essayer de réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire vraiment au quotidien pour essayer de travailler sur la confiance en soi. La confiance en soi au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, ça veut dire qu'on peut se fixer tel objectif, etc. On se revoit à la fin de l'année. Ce qui est important, c'est de se fixer des objectifs qui sont réalistes et mesurables. Bien sûr, pour que tout cela fonctionne, il faut savoir jongler habilement entre les deux rôles. Mais moi, à titre perso, c'est vraiment dans ce second rôle, ce rôle de coach, que je tire le plus de satisfaction dans mon métier tous les jours. Moi, c'est vraiment, pour moi, quand je livre un projet et que le projet fonctionne, etc., tout se passe bien, je suis content. Mais quand un collaborateur fait le point avec moi à la fin de l'année, ou même quand il quitte l'entreprise et qu'il fait le point à la fin de l'année et qu'il me dit, bah, en fait, merci, grâce à ce que j'ai appris ici, ça m'a servi de tremplin pour rebondir sur telle ou telle autre opportunité. Pour moi, c'est l'éloge, vraiment, c'est l'éloge absolu. C'est l'équivalent du Ballon d'Or. C'est pour ça que j'avais choisi de faire ce métier-là. Et pour moi, c'est vraiment ce qui me procure le plus de satisfaction. C'est pour ça que je fais beaucoup d'efforts pour travailler, surtout sur cette partie-là. Bon, je suis très d'accord avec Thomas. Thomas. Comme tu veux. OK. Donc, pour moi, le coaching, c'est le plus important, la chose la plus importante dans mon métier. Et donc, je passe beaucoup de temps en posant des questions, en fait. J'essaie de faire ça, pas vraiment de dire directement ce que quelqu'un doit faire. Parce que pour moi, le plus important, c'est apprendre à quelqu'un de poser les questions comme ça eux-mêmes. Et dans le futur, ils peuvent poser ces questions sans moi. Et c'est ce que j'essaie d'entraîner dans eux. Dans eux? Hein? OK. Et donc, pour moi, le coaching, c'est très important. Et en plus, moi, je crois dans le concept de servant leadership. Et c'est une idée que le manager n'est pas vraiment la tête d'une équipe, c'est vraiment la fondation. Et donc, je créais cette fondation pour tenir mon équipe. Et donc, pour moi, c'est vraiment la réussite de mon équipe qui est le plus importante. Donc, moi, mon travail, c'est comprendre les blockers, les choses qui empêchent leur succès et d'ouvrir la porte. Donc, je ne dois pas avoir toutes les réponses. Je dois seulement les aider à ouvrir les portes. Pour moi, c'est un but très, très, très important. Et la troisième chose que je fais, c'est de créer un environnement de sauveté psychologique. Donc, Google a fait des recherches et ils ont trouvé que l'ingrédient le plus important dans les équipes qui ont du succès, c'est psychological safety. Et pour moi, c'est vraiment de créer un environnement où tout le monde peut contribuer, qui peut challenger mes idées, me dire « je ne suis pas d'accord » ou « je ne comprends pas ce que tu veux dire » ou « explique-moi ta décision ». Et vraiment écouter. Et c'est pour ça que dans mon équipe, c'est assez démocrate. Et la deuxième question était comment accompagne les designers juniors versus seniors. Oui, c'est très important parce que moi, j'ai fait quelques erreurs quand j'ai commencé. Et normalement, mon style naturel, c'est donner d'espace à chaque personne de faire ce qu'ils pensent on doit faire. Et évidemment, avec les designers juniors, c'est un peu plus compliqué parce que souvent, ils n'ont pas l'expérience pour prendre des décisions ou d'avoir la confiance de prendre ces décisions. Et donc, il faut vraiment savoir le niveau de designer avec qui vous travaillez pour les accompagner dans leur métier. Parce que si c'est quelqu'un assez junior, moi, maintenant, je sais d'être un peu plus hands-on. Donc, guider et donner le conseil
plus que faire le coaching. Le coaching marche très, très bien avec les gens qui sont plus seniors parce que normalement, ils ont juste besoin de trouver les réponses aux questions qui n'ont pas encore posées. Et avec les gens plus juniors, pour moi, c'est plus important de les guider, partager mon expérience. Sinon, si je donne trop d'espace, ils vont se perdre. Moi, je rejoins totalement ce que dit Sacha et j'irais même un tout petit peu plus loin en disant que je trouve que la question du comment j'accompagne un designer junior versus un designer senior, c'est peut-être pas tout à fait la bonne question, ou alors en tout cas elle est formulée de manière imprécise, parce que je pense qu'on peut, par quelqu'un qui c'est peut-être pas toi qui l'a écrit, je sais pas, mais non, mais je m'explique. C'est que je pense qu'on peut facilement tomber dans le piège de se dire bon bah ok, lui c'est un senior, il gère, pas de problème, c'est un professionnel, j'ai pas besoin de l'accompagner. Et inversement, on peut aussi se dire bah en fait le junior, je force le trait à l'extrême évidemment, mais je pense que c'est souvent un réflexe qu'on a tendance à adopter. Et au contraire, bah lui c'est un junior, il faut que je le flique parce que sinon il va faire n'importe quoi. Et en fait, je me dis que la différence entre les deux, qu'est-ce que c'est factuellement ? 6 ans, 7 ans d'expérience sur le CV, parfois plus, parfois moins. 6 ans, 7 ans d'expérience sur le CV, ça paraît gigantesque. Dans les faits, en fait, ça ne se voit pas toujours de manière... le contraste, il n'est pas toujours aussi fort. Alors, il n'est pas toujours aussi fort tout simplement parce qu'en fait, il y a des bons seniors, il y a des mauvais seniors, il y a des bons juniors, il y a des mauvais juniors. Il y a des bons chasseurs, il y a des mauvais chasseurs, mais ça c'est autre chose, on peut en parler à la fin du meet-up. Et en fait, je pense que peut-être que la question qu'il faut plutôt se poser, c'est en fait quel est le niveau d'expertise d'une personne, quel est son niveau de connaissance sur un sujet versus son niveau d'implication, son niveau de motivation. Je reprends l'exemple du mauvais senior que je viens de citer. Un mauvais senior, si on réfléchit la chose du point de vue de cette matrice, c'est probablement quelqu'un qui va avoir une certaine expertise normale, mais un mauvais senior, il pourrait être mauvais parce que son niveau d'implication, de motivation, il va être très bas, justement parce que ça fait longtemps qu'il est là et bah voilà, il est saoulé, quoi, grosso modo. Au contraire, un junior, c'est quelqu'un qui va avoir assez peu de connaissances, mais souvent une implication ou une motivation, une énergie très forte. Donc du coup, en fait, je pense que ça, c'est peut-être... évidemment, là, encore une fois, je simplifie la chose à l'extrême. Il y a des gens qui sont ni des juniors, ni des seniors. Il y a des matrices qui sont intermédiaires. Mais je pense que effectivement, toute la difficulté du poste de manager, c'est d'essayer de poser le bon diagnostic sur chacune des personnes. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Je ne sais pas si tu confirmeras ou pas, mais ouais. C'est une des choses, je pense, les plus difficiles à faire. Et moi, c'est une chose, personnellement, que j'ai hyper mal fait au début. Je pense que les plus grosses erreurs que j'ai faites, c'est ça, c'est des problèmes de diagnostic que j'essaye de faire un petit peu plus correctement, mais c'est vraiment ce travail de diagnostic, c'est vraiment un travail extrêmement difficile. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ce que je voulais dire, pour moi, junior, senior, la seniorité n'est pas mesurée dans l'année d'expérience, en fait. Quand je regarde une candidature, les années d'expérience sont vraiment une indication faible que quelqu'un a quelques expertises ou quelques outils. Mais normalement, je regarde vraiment leur comportement et la maturité de quelqu'un. Et donc, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui n'a pas beaucoup d'années d'expérience, mais il est très, très, très mature. Et je le traite comme un senior. Et donc, je sais, il y a des comment dit-on, areas, des zones où je dois travailler avec lui un peu plus, mais normalement, son comportement est vraiment assez senior. Donc, ce n'est pas vraiment en mesure des années pour moi. Donc. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? C'est Richard qui a la petite boîte. Une question du monsieur avec le t-shirt rose, juste là. Ouais. Et pense à te présenter également. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Ah d'accord, magnifique. Bonsoir Julien.
J'ai une question sur la répartition de votre travail entre le travail hands-on et la critique. Et quelles sont vos responsabilités dans tout le design qui est créé dans vos boîtes respectives? C'est clair ou pas? C'est quoi, En gros, Enzo? Est-ce que tu peux préciser Ouais. En gros, est-ce que votre travail, c'est de critiquer le design et d'aider votre équipe à elle-même créer tout le travail, ou est-ce que vous-même, vous êtes hands-on dans les projets? Est-ce que vous vous occupez de la... Non, je vais refaire. Est-ce que vous vous occupez plus de la partie people, ou est-ce que vous vous occupez aussi du lead design? C'est-à-dire, est-ce que vous aidez... La partie people, c'est le management de la carrière, les one-to-one, etc. Ou est-ce que aussi vous avez une partie lead design? C'est clair? Thomas, t'as l'air de... C'est bon ça? Si. Donc, moi, je pense que les designers qui travaillent sur un problème, ils sont les experts. Donc, je ne sais pas d'intervenir trop dans leur processus. C'est vrai que nous avons des design critiques 2 fois par semaine. Et c'est à ce moment-là quand ils peuvent montrer leur travail. Et je les encourage très fortement de faire ça parce que ça m'aide à évaluer leur progrès et leur développement. Mais normalement, quand on fait notre one-on-ones, je ne regarde pas leur travail. Pas du tout. Et pour moi, c'est très important de laisser cette place pour qu'ils peuvent respirer. Je ne veux pas être un micromanager. Et souvent, pas souvent, mais je vais poser la question, est-ce que tu as assez de soutien de mon côté? Et s'il dit oui, je laisse comme ça. Et s'il dit non, je pose l'autre question, c'est qu'est-ce que je peux faire plus? Et s'il me demande de regarder leur travail, oui, je vais faire ça. Ok, mais donc au-delà de ce rôle de coach design, tu as aussi un regard sur la qualité des interfaces qu'ils produisent et est-ce que ça répond à l'objectif de tel projet? Normalement, chez Algolia, nous avons un design critique et product review. Product review, c'est le moment où les leaders de product, technical et design sont dans une même salle et nous regardons le progrès d'un projet. Et donc, c'est plus vaste que seulement l'interface. Donc, on pose les questions sur la problem definition, la problématique, la recherche, tout ça. Et à ce moment-là, on peut savoir si le projet est au niveau de qualité qu'on expecte. Je réponds aussi à ta question de manière hyper directe. La réponse est oui à ta question. Et pourquoi la réponse est oui? La réponse est oui, d'une part, parce que je reprends le contexte de mon équipe aujourd'hui. On est une équipe où, en gros, tout le monde est arrivé il y a 6 mois, donc on n'a pas la maturité nécessaire pour pouvoir conduire sans toucher au volant. Donc la réponse, elle est indiscutablement oui. Et elle est aussi oui parce que, justement, pour rebondir à la question que Julien vient juste de poser, on tient compte du fait que tout le monde n'a pas exactement le même niveau, le même degré d'expertise. Donc tu peux te permettre de faire du management plus opérationnel, même tu dois faire du management peut-être plus opérationnel avec les gens qui ont ce besoin-là, et tu as moins besoin de le faire avec des gens qui ont un niveau un petit peu plus élevé. Donc il n'y a pas vraiment pour l'instant, il n'y a pas vraiment une vision principale de OK, mon approche c'est end zone, comme tu as dit, je crois. C'est end zone, End zone. C'était pour Sacha, elle comprendra. Je parle anglais aussi. Hein. Attends, oh ouais. Voilà, tiens. Donc bref, en fait c'est difficile de dire je vais avoir une approche et je vais maintenir le cap sur cette approche-là, justement parce que tu as des profils qui sont très, très disparates, encore plus quand l'équipe est jeune. Oui, c'est vrai que je passe un peu plus de temps opérationnel avec les gens qui sont moins matures, moins seniors. Cool, merci. Du coup, on va passer à la deuxième question, qui est la suivante. C'est parfois difficile en tant qu'individu d'évaluer ses compétences, ses marges de progression. Vous, au quotidien, comment vous aidez vos designers à progresser là-dedans, à prendre conscience de leurs qualités, de leurs défauts, et les aider à se développer? C'est compliqué, hein. Tu peux répéter la question parce que... Ouais, moi
J'étais en train de boire et j'ai pas très bien entendu. Alors normalement, la question, tu la connais. La question est la suivante, il est parfois difficile d'évaluer ses compétences, ses marges de progression. Comment toi, tu fais au quotidien pour aider tes designers à progresser sur cet aspect-là? Tout à l'heure, j'ai parlé de diagnostic du point de vue du manager. Cette fois-ci, il s'agit pour un collaborateur d'établir son propre diagnostic, de se faire une auto-analyse. Et c'est un travail qui est aussi extrêmement dur à faire. Et je pense que pour ça, c'est absolument essentiel, quel que soit le contexte de ta boîte, le nombre de personnes qu'il y a dans ton équipe ou dans ta boîte, s'il y a des gens qui font le même métier que toi, il y a un truc qui est essentiel, je pense, et qui marche pour tout le monde et qui est méga évident, c'est demander du feedback. Je pense que c'est essentiel de demander du feedback et je pense que ça allait encore plus d'être ouvert aux critiques. Donc je pense qu'il y a peut-être une majorité, enfin je sais pas une majorité, mais sans doute beaucoup de UX dans la salle, ou en tout cas des gens pour qui les recherches c'est quelque chose de familier. Donc c'est certainement pas à vous que je vais expliquer l'importance de collecter ce type de données-là. Mais nous chez Captain, ce que je peux vous dire en revanche, c'est que le feedback c'est quelque chose de tellement, on considère que c'est quelque chose de tellement important qu'en fait on a même carrément un outil qui permet à n'importe quel collaborateur de la boîte de faire des demandes de feedback à n'importe quel autre collaborateur de la boîte. Et en fait, le fait de faire ça, donc on a du feedback des gens de notre équipe, on a du feedback de notre manager, mais on en a parfois moins de la part des gens avec qui on travaille, mais qui ne partagent pas forcément tout à fait le même métier que nous. Et en fait, ça c'est hyper utile parce que ça permet aux gens qui savent pas trop où se situer, et y compris aux gens qui pensent avoir une idée de là où se situent sur leur autodiagnostic, et bien justement de confirmer la véracité de leurs idées ou pas. Donc très concrètement, moi je pensais que, enfin je parle de moi, mais c'est un exemple, je pensais que mon problème c'était la vélocité. En fait j'ai demandé du feedback à 6 personnes et il s'avère que c'est pas quelque chose qui est remonté. En revanche ils m'ont remonté que tel autre problème, etc. Donc c'est cool parce que ça permet vraiment de comparer son propre diagnostic à l'avis de ses pairs. Moi, je pense que c'est vraiment une question des expectations. Et il faut très bien communiquer les expectations au début. Et puis, savoir comment quelqu'un progresse contre ses expectations. Et donc, chaque personne aura ses propres expectations parce que les gens sont différents. Et pour moi, l'outil qui fait ça, c'est un career framework. C'est un framework de carrière dans une entreprise qui montre ce qu'on doit faire pour progresser dans leur carrière. Et donc, un grand projet que j'ai fait cette année, c'est refaire cette progression de carrière chez Algolia pour expliquer et communiquer très, très clairement qu'est-ce qu'on doit faire pour avancer. Pour moi, c'est l'outil numéro 1. Et le deuxième, c'est vraiment le coaching, le feedback, la culture de cette psychological safety, la safety psychologique, un environnement où on donne du feedback tout le temps, mais dans les doses très petites. Parce que si on attend la fin de trimestre ou la fin d'année, c'est trop. C'est trop et on ne donne pas l'occasion à quelqu'un de progresser, comment dit-on, pas progresser gradually. Comment dit-on gradually? Progressivement, merci. Et c'est très important de donner le feedback assez vite parce que sinon, si tu entends le feedback, ça devient plus compliqué après. Donc, pour moi, c'est vraiment d'avoir cette conversation dans presque chaque one-on-one. Donc, donner du feedback, demander le feedback. Moi, j'ai une question pour toi. Tu parlais de framework, justement. Tu demandes à tes designers de s'évaluer eux-mêmes par rapport à ce framework ou tu les aides et les accompagnes dans cette évaluation? Donc, je viens de finir. Donc, on a, la semaine prochaine, on aura les Career Performance Conversations. Et à ce moment-là, oui, je vais demander que chacun d'eux s'évalue dans le framework. Mais peut-être vous aurez un autre meet-up où je peux montrer le framework. On pourra en discuter après si tu veux.
Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Ouais, je vois une question là-bas. Merci Richard. Bonjour, Jean-Claude. J'avais une question pour vous deux. C'était comment gérez-vous vos propres biais personnels par rapport aux personnalités de vos designers? C'est-à-dire que vous pouvez avoir un chouchou, vous pouvez avoir un qui peut être très bon, mais vous avez un biais personnel par rapport à sa personnalité. Comment vous arrivez à gérer tout ça en fait? C'est une super bonne question parce que c'est quelque chose de très difficile à faire. En discutant avec Sacha, tu l'as pas dit pour la première question, mais je pense qu'en discutant avec Sacha la semaine dernière, elle a dit quelque chose d'extrêmement important. Quand on discutait, elle disait que c'était important d'expliquer aux gens qu'un manager, c'est pas quelqu'un d'infaillible. Donc je pense que la pire erreur que tu puisses faire, c'est d'essayer de dire en fait, moi j'ai pas de biais. T'en auras. Il y a des tas de méthodes qui permettent d'éliminer beaucoup de biais, mais en fait, tu finis quand même par en avoir un. C'est normal, c'est la nature humaine. Je pense que c'est hyper important. La notion de sécurité psychologique qu'a cité Nata est extrêmement importante. La sécurité psychologique, elle fonctionne dans les deux sens. Et donc, en fait, dans ce contexte-là, c'est hyper important que les personnes qui soient dans ton équipe puissent savoir. Alors, il ne faut pas qu'elles sachent que tu es un chouchou. Déjà, il ne faut pas que tu aies un chouchou, pour commencer. Et il ne faut pas non plus qu'elles, si jamais c'est le cas, il ne faut pas qu'elles le sachent. Mais surtout, ce qu'il faut qu'elles sachent, c'est que tu es quelqu'un qui est capable d'avoir un biais, que tu vas essayer de faire le maximum pour essayer d'éliminer autant ce biais, mais c'est en fait quelque chose d'hyper dur à faire en fait. C'est même, je pense, quelque chose de fondamentalement impossible. Par contre, je pense qu'effectivement, s'avancer en se disant, bah voilà, moi je suis ton manager, je suis là pour t'accompagner, ou je suis ton coach, je suis là pour t'accompagner, mais je suis pas un coach infaillible. Y a des je peux te citer des tas d'exemples de coachs, notamment dans le domaine du sport, qui ne sont pas infaillibles et qui ont quand même fini par gagner la Coupe du Monde. Didier Deschamps. Donc voilà, je pense que moi c'est l'approche que j'ai pas de réponse magique à ta question parce qu'elle est extrêmement complexe, mais je pense que pour y répondre de manière quand même assez large, je dirais que c'est important que les gens considèrent que c'est quelque chose qui peut arriver et qui est possible et qui est relativement naturel dans les faits. Moi, je serai très bref parce que je pense qu'on n'aura pas assez de temps. Mais je voulais dire que le travail le plus important d'un manager, c'est sur soi. Donc, c'est de savoir soi-même, de connaître soi-même et connaître ses biais, biais. Oui, biais. Donc, c'est impossible de les écraser. Ils vont exister toujours dans tout le monde parce que les biais, c'est une adaptation de nos cerveaux. Mais il faut savoir qu'il existe. Et donc, c'est pour ça que les managers doivent avoir management training, qu'ils doivent lire, qu'ils doivent explorer notre monde intérieur pour savoir c'est quoi qui est le trigger pour moi dans quelqu'un. Et c'est très important aussi de savoir ton style de communication et ce style, celui-ci de tes reports, de gens de ton équipe. Et pour ça, on peut s'adapter aux eux. Et oui. Super, merci, c'était très clair. Du coup, troisième question, un peu tricky celle-ci aussi. À votre avis, donc je demande votre avis, hein, on est clair. Quels sont les aspects souvent négligés par les designers dans leur développement personnel? Ah oui, ok. Donc, moi, je pense que souvent les designers font un très grand accent sur les hard skills. Donc, c'est tout ce qui est technique. Leur connaissance des outils, tout ça. Et pour moi, je trouve que c'est le côté business et le côté de time management, priorisation, le côté impact qui est souvent perdu. Et donc, pour moi, quand je coach dans mon équipe, je souvent pose des questions à propos de priorité, l'impact, la stratégie business, les buts du design. Parce que c'est vrai que
design n'est pas vraiment l'art. En anglais, c'est a means to an end. Comment dit-on ça en français? Oui, c'est un moyen pour un résultat. Mais le résultat, c'est vraiment souvent un but de business. Et donc, c'est très important de savoir pourquoi on fait du design. Ouais, encore une fois, je suis d'accord et j'irai encore un petit développe un tout petit peu plus. Moi, je dirais que c'est ce que j'appellerais les side skills, pour montrer que je parle anglais. Ou les compétences annexes, en fait, ce que j'appelle les side skills, ce serait tout ce qui n'est pas inhérent à ton cœur de métier. Tout ce qui n'est pas inhérent à ton cœur de métier et qui ne relève pas non plus du savoir-être. Donc, en gros, pour moi, un exemple concret de side skill que j'aime beaucoup, Sacha vient d'en citer un. En fait, l'appétence pour le business, c'est un side skill énorme. C'est pas ce qu'on va demander à un designer quand il va arriver. C'est probablement même pas mentionné dans sa fiche de poste. Et c'est pas non plus du soft skill. C'est vraiment une compétence annexe qui pourra apporter et qui fera toute la singularité du profil. Moi, il y en a deux que j'apprécie particulièrement dans les gens avec qui je travaille. La première, c'est des notions en développement. Il s'agit évidemment pas de demander à un designer de faire du travail de développement, mais c'est vrai que ceux qui ont au moins des notions ou une appétence, ça leur permet d'avoir un langage commun avec les développeurs. Et c'est vrai que moi, je considère que c'est un atout qui est vraiment important. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même un sacré atout entre deux candidatures qui sont kiff-kiff. C'est souvent ce qui peut faire la différence. Il y en a une deuxième que j'aime encore plus, c'est l'appétence pour l'analyse de données. Encore une fois, c'est quelque chose qui semble être assez loin comme ça du métier de designer, mais en fait, les designers qui sont capables d'avoir le réflexe de se dire, bon, bah, en fait, moi, je m'intéresse aux résultats de ce que je fais, je suis capable d'aller lire au moins basiquement un graphe et puis de faire 2-3 requêtes, ou alors de solliciter les personnes qui sont capables de m'apporter des réponses sur ça, sont des atouts qui sont vraiment absolument cruciaux. Il y en a plein d'autres, on a cité le business, il y en a qui ont des qualités orales ou écrites exceptionnelles. En fait, c'est tout ce qu'on pourrait appeler les petits plus qui sont finalement des gros petits plus dans un profil par rapport à un autre. Je trouve que c'est quelque chose qui est très négligé parce que quand je vais recevoir, je prends l'exemple d'un candidat ou d'une candidature que je recevrai, quelqu'un qui est vraiment bon sur vraiment la maîtrise des outils, etc. Ça va pas me surprendre parce que c'est ce que je lui demande en fait de base. Et puis sur le savoir-être, c'est un petit peu pareil. Un candidat qui va me surprendre, c'est un candidat qui va me surprendre là où je l'attends pas en fait, où je l'attends pas forcément. C'est pour ça que pour moi, les 7 skills, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Oui, tu as raison. Et pour moi, souvent, c'est plus intéressant d'avoir un candidat qui a changé la carrière parce que souvent, ils ont ces skills qui sont vraiment transférables, mais ils ne sont pas vraiment les designers classiques. Ils ont passé toute leur vie dans art school et ils ont pensé que design. Et pour moi, c'est plus intéressant d'avoir quelqu'un qui a vu un peu la vie extérieure et prendre avec eux toutes ces expériences. Ils peuvent nous apprendre quelque chose. Tu parlais d'impact tout à l'heure. Est-ce que tu peux essayer de définir ce que c'est ? L'impact, c'est un peu compliqué, mais moi, il y a 2 axes sur l'impact. J'ai oublié qu'ils sont. Non, ça va. C'était quoi? Il faut réfléchir parce que j'ai vraiment une framework pour ça, mais j'ai oublié maintenant. C'était Reach, donc c'était dans where in the organization, où dans l'organisation tu fais l'impact, c'est sur toi, sur l'équipe, ton équipe, sur le département ou sur l'entreprise ou vraiment la communauté de design. Et c'est l'autre axe, je ne me souviens plus. Mais normalement, je regarde ça. Donc, le plus senior, normalement, le plus qu'on est senior, le plus loin tu es de la pointe de début.
Désolé, je t'ai posé une question un peu piège. Je m'excuse. Est-ce que vous avez des questions? Ah, tout au fond. Vous inquiétez pas, il est payé. Oh là là là. En bière, en bière. Tiens. Bonjour, Cyril, designer chez Mano Mano. Moi j'ai une question par rapport à de l'humain. Comment vous feriez pour gérer des frustrations entre des collaborateurs? Donc, par exemple, soit intra-équipe, soit, et c'est un exemple qui m'intéresse, entre des designers et des développeurs, par exemple, ou des ingénieurs, parce qu'on sait que ça peut être un peu houleux comme relation. Et qu'est-ce que vous mettez en place comme solution pour... Ça dépend. Est-ce que tu as un exemple de problème ou de conflit en particulier entre un développeur et un designer? Quel type de conflit, à quel type de conflit est-ce que tu pourrais faire référence, par exemple? Moi, je suis nouveau sur le métier UX/UI, donc j'ai pas encore eu vraiment ces frustrations, mais je pense plus à l'exécution. C'est-à-dire le designer, bon, bah, il fait une maquette, il fait un truc qui lui plaît, c'est génial, c'est beau. Il le passe au développeur et puis bon, c'est tout moche, c'est tout cramoisi. Donc là, il y a de la frustration. Et du coup, comment tu ferais pour en fait résoudre un peu ce problème? Je pense qu'il y a deux guerres ancestrales pour les designers. Il y a la guerre avec les développeurs, où en fait, je pense que c'est un problème assez fréquent, et la guerre avec le business ou le market. Parce que en fait, ce sont c'est les deux corps de métier qui peuvent facilement venir nous dire, en fait, ça, techniquement, c'est pas possible. Nous, on n'en sait rien en fait. Techniquement, c'est pas possible. On le fait pas. Faut faire le truc que personne ne veut faire. Ou le market ou le business qui va venir et qui va facilement dire, en fait, c'est beau, mais on s'en fout. Nous, on préfère que ça convertisse, etc. Et en fait, c'est une question parfaite à ce que je te disais tout à l'heure. L'importance d'avoir un langage commun avec ces gens-là, il est fondamental parce que quand tu as un langage commun avec quelqu'un, tu peux essayer de mieux comprendre ses problématiques en fait et donc mieux lui répondre plus que. Et quand t'en as pas, tu as souvent tendance à te braquer, de te dire mais en fait il m'a dit fuck et tu sais pas trop en fait pourquoi tu es un peu plus sur la réserve. Alors quand tu as un langage commun avec eux, c'est beaucoup plus facile de dialoguer derrière. Donc ta question elle est parfaite pour ce que je tentais d'expliquer tout à l'heure parce que ma réponse du coup c'est la même. Je pense que le meilleur moyen d'éviter ça, c'est d'essayer de faire en sorte de comprendre les problématiques des gens avec lesquels tu peux rentrer en conflit, et le meilleur moyen de comprendre leurs problématiques, c'est de parler le même langage qu'eux, ou au moins de le comprendre. Plus one. Et je vais ajouter que si quelqu'un, par exemple, si un développeur te dit c'est moche, je ne comprends pas, c'est là quand tu dois utiliser tes outils de poser des questions. Donc, il faut vraiment jeter l'émotion, les sentiments et poser des questions, d'être curieux, d'être un enfant en fait et dire ah oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu trouves moche? Est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que tu peux me montrer? Et c'est poser les questions et puis comprendre ou aligner sur le but du design. Donc souvent, c'est la préférence personnelle qui montre cette réaction. Mais en fait, le design peut être assez bon pour le but du business. Peut-être c'est vrai que c'est moche, peut-être quelqu'un n'aime pas la couleur bleue, mais il faut vraiment, comment dit-on, take a step back et dire, OK, mais j'ai créé ça pour ce but. Et est-ce que tu penses que ce design achieves this goal? Et si c'est oui, comme ça, on peut oublier le commentaire. Et, je me permets d'ajouter une question. On parle souvent de faire de la propagande ou de l'évangélisme dans les boîtes pour un peu véhiculer les valeurs du design, etc. Et moi, je préfère parler de pédagogie, mais vous ne faites pas du tout de solutions comme voilà, aujourd'hui, on fait une présentation dans l'entreprise pour expliquer certaines choses par rapport au design, et notamment pourquoi c'est important de conserver une part de réalisation et d'exécution qui est plutôt bonne. Ou inversement, est-ce que vous n'invitez pas les développeurs dans votre équipe design pour vraiment créer cet échange et cette harmonie entre on va dire, deux métiers qui sont un peu conflictuels? Vous ne faites pas du tout finalement ce genre de solution? Mais en fait, je vais te challenger parce que je ne pense pas que c'est vraiment les deux métiers qui
qui sont un contre l'autre. Ils sont vraiment les deux côtés d'une même pièce. Et c'est vrai qu'il y a des incentives, motivations différentes, mais souvent tout le monde travaille vers le même but. Et c'est ça qui est important de se unir, de dire à tout le monde. Et développer l'art de négociation. Peut-être qu'à la fin, je te poserai des questions justement sur ça. C'est comment on développe ça, l'art de négociation. Du coup, la quatrième question est la suivante. C'est comment on continue à progresser quand on est seul dans son équipe, quand on est en remote ou quand on est le premier designer dans une boîte. Moi, je vais être parfaitement honnête avec cette question. La situation d'être freelance ou d'être en remote, c'est des situations que j'ai jamais vécues, que je ne connais pas. Donc, je trouve que c'est pas hyper légitime pour moi d'en parler. En revanche, je sais que toi, Julien, c'est une situation que tu connais bien. Parce qu'on en a déjà parlé. Donc, du coup, exceptionnellement, pour cette question, je me permets d'utiliser le joker coup de fil à un ami. Peut-être tu peux réfléchir un peu. Moi, j'étais freelancer et moi, j'étais un seul designer dans une startup. Et pour moi, c'était important de créer un network. Si vous allez chez Google, posez cette question, vous trouverez la même réponse. Et donc, c'est très important de sortir de son environnement. Donc, trouver un mentor. Ici, à Paris, moi, je gère un programme qui s'appelle Hexagon UX. C'est un programme des événements qui soutient les femmes et les gens non-binaires. Et il y a aussi un programme de mentorat. Donc, vous pouvez poser votre candidature avec nous. Mais oui, c'est très important de trouver les autres à qui vous pouvez montrer votre travail. Et moi, j'ai fait ça beaucoup à San Francisco quand j'étais freelance. Et c'était assez facile parce que la communauté des designers, elle est assez ouverte. Et donc, moi, j'étais peut-être assez osée, mais j'ai écrit aux designers sur LinkedIn et j'ai dit, mais j'aime beaucoup la boîte pour qui tu travailles. Est-ce que tu peux prendre un café avec moi, je veux te montrer quelque chose. Et c'est comme ça j'ai trouvé quelques mentors. Alors, du coup, pour vous expliquer mon ancienne situation, j'étais product designer chez Adobe, seul designer en France, ou en tout cas dans mes locaux. Du coup, en termes d'évolution, assez difficile de réussir à s'évaluer par rapport aux autres et à voir comment je pouvais progresser. Donc le premier truc qui m'est venu en tête, en fait, et qui n'est pas forcément une démarche hyper saine, c'était de me comparer en fait aux autres designers qu'il y avait à San Francisco. Donc j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui étaient vraiment excellents. Et du coup, ce que ça m'a fait dire, c'est ok, toi, tu es a priori là, en fait, dans ta carrière, dans ton niveau de compétence. Ces gens-là sont en haut du panier, c'est les meilleurs dans leur domaine. Qu'est-ce qui te manque? J'ai essayé d'identifier concrètement les zones en fait, où je pouvais progresser. Donc ça pouvait être par exemple comment je peux devenir un meilleur storyteller. On sait bien que les Américains sont assez forts là-dessus. Donc ça c'est un exemple concret. Donc se comparer. Et quand je dis que c'est pas hyper sain dans le sens que on a tendance à voir que ses défauts finalement et on n'arrive pas à voir ses propres qualités. Et on est un peu en PLS constante parce qu'on se dit ces mecs-là sont vraiment extraordinaires. Mais ça permet de se mettre une sorte de coup de pied aux fesses et de progresser dans sa carrière. Après, un autre axe, et je pense que j'arrêterai là parce que c'est pas moi qui parle et vous, le vrai objectif, enfin, le nerf de la guerre en fait, quand on est le seul designer dans une équipe pendant assez longtemps, c'est de rester motivé, rester concentré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire s'organiser pour trouver un peu du fun au travail, se donner des objectifs. Ok, j'aimerais travailler dans 3 mois sur ce projet de vision. Qu'est-ce que je vais faire concrètement pour mettre en place des actions qui vont permettre d'aller tacler cette nouvelle idée. Donc je me fixais des petits objectifs comme ça à l'année, à la semaine, au mois, qui me permettaient de me sentir un peu mieux concerné par la boîte. Mais à un moment donné, ça ne marche pas, il faut quand même le soutien d'une équipe
pas forcément d'un manager. Le fait en fait de juste avoir des collègues qui sont à côté de toi, ça te permet de progresser, mais moi j'avais pas eu cette chance-là. Donc se comparer et faire en sorte de rester motivé. Ah oui, et il faut aussi se souvenir que un designer, ce n'est que les hard skills. Donc, il y a plein de choses qu'on peut développer en soi sans avoir d'autres designers autour de toi. Par exemple, soft skills, la communication, la capacité d'écoute. Et ça, on peut trouver si on est le seul designer dans une entreprise, dans une start-up. On peut trouver le mentorat autour de ça avec les gens dans ton start-up. Il faut juste demander, je travaille sur ça, est-ce que tu peux me soutenir sur ça? Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir, je m'appelle Maria, je suis product designer dans une start-up. J'avais une question sur les spécialisations. En fait, il y a de plus en plus de gens qui disent qu'il faut se spécialiser en tant que designer pour avoir des skills de plus en plus précises. Donc, je voulais savoir si vous poussez vos équipes de designers à se spécialiser ou alors si vous pensez que c'est pas grave de rester un peu plus généraliste, de toucher un peu à tout. Est-ce que ça dépend des boîtes, des tailles de boîtes, etc. Oui, je pense que ça dépend complètement de la structure de la boîte. Je pense que, oui, je pourrais te dire que dans l'idéal, en fait, ça dépend complètement de la structure de ta boîte. Si ta boîte peut se permettre effectivement d'avoir 10 personnes en design, bah, tu peux effectivement avoir des gens qui font que de la recherche, d'autres gens qui font autre chose, etc. Souvent, c'est pas le cas. Et dans ce cas-là, ça ne veut pas dire qu'en fait, c'est pas une raison pour faire travailler les gens. Si jamais ta question, c'est dans un monde idéal, quelle est ta config idéale? Personnellement, moi, je défends la spécialisation. Je suis un gros partisan de cette approche-là. Ça ne veut absolument pas dire que c'est la seule valide, mais si tu as les moyens, ma réponse, elle est franche, c'est oui. Ça aussi dépend sur ce que tu veux faire, parce que si tu restes généraliste, souvent les généralistes deviennent des managers parce que ils peuvent regarder aux problèmes au niveau macro. Et si tu es spécialiste et tu veux continuer dans ce domaine-là, c'est normal. Et c'est cool aussi. Mais c'est juste un peu différent. Tu seras un master, mais peut-être tu étais plus contraint, en fait. Mais ça dépend aussi sur la spécialisation. Donc, la recherche, par exemple, c'est assez grande comme specialization. Et par exemple, motion design, c'est plus narrow. Ouais. Donc, il faut regarder les besoins de ta boîte et tes propres besoins. Et normalement, je déconseille les designers de spécialiser trop tôt parce que je pense que ça limite leur opportunité. En particulier s'il veut devenir freelance dans l'avenir ou s'il veut être le premier designer dans un startup. Dans ce cas-là, tu dois avoir vraiment beaucoup de skills, de compétences. Et si tu veux travailler chez Google ou chez une boîte très grande, la spécialisation est plus bienvenue. Du coup, on a parlé de hard skills, soft skills. À votre avis, en termes de soft skills, lesquels sont les plus demandés et pourquoi? Et comment vous aidez justement vos designers à progresser sur certaines soft skills? Je pense qu'il y a des dizaines de soft skills importantes que je pourrais te citer. C'est la majorité de celles que tu vas retrouver dans la majorité des job desks, je pense. Mais perso, encore une fois, ça n'engage que moi, celle que j'apprécie le plus, c'est le pragmatisme. Et c'est quelque chose que tu vois pas souvent écrit, mais c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Donc,
le pragmatisme, c'est la doctrine selon laquelle seul n'est vrai que ce qui fonctionne réellement. Donc un designer pragmatique, c'est quelqu'un qui sait s'appuyer sur des éléments extrêmement factuels pour construire ou améliorer la qualité de ses solutions, de ce qu'il propose de faire. Je prends un exemple, encore une fois, extrêmement bête, mais qui au moins parlera à tout le monde. Un designer, je pense, qui manque de pragmatisme, c'est un designer qui va venir et qui va dire j'ai mis un bouton bleu parce que ça donne un côté un peu plus moderne et stylé que le bouton orange. Un designer pragmatique, c'est quelqu'un qui va dire moi j'ai mis un bouton bleu parce qu'en fait il convertit 2,5 fois plus que le bouton orange, donc j'ai laissé le bouton bleu. Et pour moi c'est une qualité fondamentale parce que en fait le designer pragmatique il va tuer au maximum la subjectivité en fait dans ce qu'il propose de faire. Dans le premier cas, c'est hyper facile pour moi de dire bah non, l'orange c'est plus stylé que le bleu, et lui va me dire bah non, c'est plus stylé que le bleu, et on va s'enliser dans un débat affreux. Dans le deuxième cas, à part bah bravo, good job, je sais pas vraiment je sais pas quoi lui répondre. Donc évidemment là je prends un exemple tout à fait bête, mais c'est vraiment que ça rejoint un petit peu la question sur quels aspects tu penses souvent les personnes peuvent négliger dans celles que tu as rencontrées. Moi, indiscutablement, je citerai celle-là. Évidemment, il y en a plein d'autres qui sont super importantes, mais c'est des choses un petit peu plus communes, évidemment, que être autonome, être un bon communicant, etc. C'est aussi des choses qui jouent. Mais en perso, moi, je citerai celle-là en premier. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais ajouter que je pense que les gens souvent ne font pas assez attention à leurs skills, soft skills. En fait, quand je regarde les candidatures, pour moi, si j'ai un choix entre un candidat avec les hard skills top, mais les soft skills assez faibles, et un candidat qui n'est pas si fort dans les hard skills, mais les soft skills sont très très forts, je vais toujours choisir la personne avec les soft skills parce que c'est plus difficile de coacher les soft skills. Et si on donne les opportunités, les occasions à quelqu'un de grandir leurs hard skills, s'ils sont motivés, ils vont progresser très très vite. Et donc pour moi, les soft skills sont le plus important dans une candidature. Et c'est ce que je cherche dans les entretiens. Et ce que tu as dit, le pragmatisme, moi j'appelle intentionality. D'être intentionnel, donc de prendre des décisions de design avec intention, pas juste pour l'esthétique ou la beauté, mais vraiment pour un raison business. Et tu cherches pas d'autres soft skills que ça? Et c'est quoi? Si. Donc, pour moi, je réfléchis sur le career framework que j'ai développé. Et ce qui est là, c'est growth mindset. Ça, je pense que ça, c'est le plus important. C'est la capacité de, si tu as un failure, comment dit-on un failure? Un échec, d'apprendre et continuer et s'améliorer. Donc, pour moi, ça, c'est le plus important parce que le fixed mindset, c'est le pire. C'est quand quelqu'un pense « Oh, je suis comme ça, je ne peux pas changer. Il est comme ça, il ne peut pas changer. C'est comme ça, on ne peut pas changer. » Et bon, on reste toujours dans le merde. Donc, je cherche quelqu'un qui veut vraiment de devenir une petite pousse d'un arbre. D'accord, très clair. Du coup, vous voyez comment l'évolution du métier et comment vous allez accompagner vos designers là-dedans? Comment vous allez les coacher, justement? Peut-être qu'il y avait des questions, au fait, sur la question précédente. Non? On pourra y revenir à la fin, il y a un time. Ah, pardon. Bah, du coup, Cube. Ok, déjà bonsoir, je m'appelle Robin Plus, je suis product designer junior et par rapport à ce que vous disiez, par rapport aux soft skills, etc., je voulais savoir, est-ce que par exemple vous auriez des conseils pour améliorer ces soft skills
même si je sais que c'est pas comme des hard skills, c'est bien plus compliqué à améliorer, et je voulais justement savoir si vous aviez des tips. Déjà, est-ce que tu peux me décrire un petit peu la configuration de ton équipe plus Je précisément? suis pour le moment le seul designer dans mon équipe. On est une équipe de 10 développeurs avec un PO et moi-même en design. Et du coup, on est en train de grandir, on souhaite augmenter nos équipes en termes de produits, mais du coup, pour l'instant, je suis tout seul. Et du coup, ouais, c'est assez compliqué Ouais. pour moi de, par exemple, me comparer aux autres. Ouais, quoi. du coup, c'est clair que tu as une difficulté supplémentaire, peut-être à quelqu'un qui serait un petit peu mieux accompagné et encadré. Mais le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est, comme tu l'as dit, développer un réflexe, c'est hyper dur. C'est pas comme apprendre quelque chose, c'est du travail introspectif. C'est hyper dur. Donc le conseil le plus simple que je puisse te donner, c'est d'essayer une fois, à une occasion, quand tu sens que c'est le bon moment, d'essayer de te poser la question. Si je reprends l'exemple de la donnée que j'ai citée avec l'exemple de Bouton, c'est si j'avais ces données à disposition, comment est-ce que je m'en servirais, et d'essayer d'aller marquer un premier but avec ce mindset-là. Généralement, ça va porter ses fruits. Si c'est pas cette fois-là, ça pourra porter à un moment, ça finira par porter ses fruits. Et une fois en fait que tu auras réalisé le bénéfice que ça peut te procurer, je pense que le réflexe il est beaucoup plus facile après à adopter. Mais je pense que d'un point de vue encore une fois extrêmement pragmatique, la prochaine fois que tu es confronté à une situation où tu penses que il te manque peut-être une donnée ou quelque chose, essaye de l'obtenir et essaye ensuite d'expliquer le bénéfice que ça a pu apporter. Je pense que ça va évidemment te donner en confiance et ça va surtout t'aider à développer ce réflexe pour les prochaines fois, puisque tu auras vu qu'effectivement ça t'aura permis de gagner du temps. En plus tu es tout seul, forcément tu te rappelleras. Voilà. Il y a beaucoup de soft skills, donc c'est une catégorie très large. Donc moi je pense qu'il faut au début identifier ce que tu veux améliorer. Donc n'essaie pas de travailler sur toutes les compétences en même temps. Ça sera très difficile et c'est sûr que tu auras un échec. Donc, chaque trimestre, choisis une compétence que tu veux améliorer et choisis quelqu'un dans ton entreprise qui est assez fort dans ces compétences. Et travailler avec eux, pose la question, demandez-il ou elle de te coacher dans cette compétence ou observe comment elle se comporte et essaie de faire la même chose et demander le feedback. Pour moi, le premier pas toujours, c'est identifier la compétence, le growth area, et le deuxième, c'est déclarer ton intention, ce que tu veux améliorer ça dans toi. Et tout le monde va te soutenir s'ils savent que tu veux améliorer. Merci à vous. Donc tu es en train de dire que quand on a identifié une faiblesse dans son profil, on va dire, par exemple, aux gens qui sont autour de nous, j'ai envie de progresser là-dedans, aidez-moi, grosso modo. Oui, mais si tu, par exemple, je vais utiliser un exemple très bête, mais si tu veux arrêter de hurler, par exemple, et tu veux pratiquer la non-violent communication, peut-être choisis quelqu'un qui n'hurle pas, choisis quelqu'un qui est vraiment fort dans non-violent communication. Ça, c'est très important parce que si tu déclares ton intention à tout le monde, mais il y a des gens qui sont nuls dans cette compétence, donc ça ne sert à rien. D'accord, très clair. Du coup, ma question était la suivante, c'est comment vous voyez le métier évoluer, donc le métier de designer évoluer, et comment vous allez accompagner vos équipes au quotidien. Donc ça, c'est à horizon 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. C'est hyper dur. C'est hyper dur de répondre à cette question. Je pense que je suis incapable de décrire quel sera l'état du marché dans 5 ans, 10 ans, tel que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient capables de le faire il y a 10 ans pour ce métier-là qui est relativement jeune, en tout cas en France. Ce que j'observe en revanche, c'est que les frontières entre les métiers du design, j'ai l'impression qu'elles deviennent de plus en plus poreuses. On a des UX, on a des CX, on a des UI, on a des services designers, on a de plus en plus de métiers qui
font la même chose mais avec certaines petites subtilités. Donc encore une fois, je ne saurais pas te dire interpréter ces signaux et te dire qu'est-ce que ça veut dire et comment il faut se positionner exactement pour la suite. En revanche, encore une fois, d'un point de vue pragmatique, qu'est-ce que l'histoire nous dit? L'histoire nous dit que les espèces qui ont survécu sont les espèces qui ont su s'adapter à leur environnement. Si je retranscris ça dans le monde, l'univers des designers, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que une des choses les plus utiles à faire dans ce contexte-là, c'est de maintenir une curiosité et une soif permanente. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes tous venus à un meet-up sans y être obligés, sauf toi, Julien, peut-être, je sais pas. J'imagine. Et donc, du coup, ça veut donc dire que vous êtes venu répondre, vous êtes venu en quête de réponse à des questions, vous avez essayé de mieux comprendre une problématique sous un autre prisme, etc. Je pense que ça, c'est un effort qui n'est pas anodin et qui permettra à quelqu'un de se maintenir. C'est quelque chose de relativement dur à faire, ou en tout cas à maintenir encore plus avec le temps, encore plus avec les responsabilités, la famille, les enfants, etc. C'est quelque chose qu'on peut facilement abandonner, que donc tout le monde ne fait pas ou ne fait plus, et c'est si précisément parce que tout le monde ne le fait pas ou ne le fait plus que ça a de la valeur, je pense. Donc ça, je pense que c'est un exemple de réponse que je pourrais donner. C'était très bien dit. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi que la curiosité, c'est le plus important. Je pense que dans l'avenir, il y a de plus en plus utile qui donnent l'accès à Citizen Designer. Donc, je pense que presque tout le monde sera designer dans le futur. Les enfants, elles apprennent design thinking à l'école, maintenant à San Francisco, peut-être pas à Paris, dans les écoles catho et tout ça. Je plaisante, mon enfant, il est dans une école catho. Donc, je pense que pour nous, pour distinguer nous, de citizen designer, il faut élever nos pensées et vraiment être curator des expériences et vraiment être liaison entre business et l'esthétique. Ce qu'on fait maintenant, mais ça sera plus important dans l'avenir, je pense. Et en plus, au niveau des technologies, c'est bien sûr ce qui est sans interface ou l'interface qui nous entoure. Donc, la réalité virtuelle, AI, tout ça. Donc, ça, c'est vraiment... je pense que dans ce domaine-là, il y aura beaucoup de spécialisation. Donc, si vous vous intéressez par ça, donc... ça prendra beaucoup d'efforts d'apprendre comment faire le design pour augmented reality et tout ça. Donc, vous pouvez commencer maintenant, je pense. Est-ce que vous avez des questions? C'était ma dernière question, donc il faut en profiter. L'autre question, ce serait comment défendez-vous le budget de votre équipe par rapport à ceux des autres, on va dire, spécialités avec lesquelles vous travaillez, par exemple, des développeurs. Souvent, pour les développeurs, c'est assez facile d'obtenir du budget, mais pour les designers, comment est-ce que vous avez des secrets? Est-ce que voilà. C'est très spécifique comme question. Déjà, des secrets, il n'y en a pas. Ça, je peux te le dire direct. Je ne peux pas te donner une réponse sans connaître ton contexte. En fait, c'est trop relatif. Déjà, comparer son budget avec celui d'une autre équipe, je ne suis pas sûr que ce soit tout le temps la chose la plus à droite à faire. Mais après, en fait, je suis incapable de répondre à cette question parce que je ne sais pas si toi, tu peux, Sacha, mais c'est vraiment hyper spécifique. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce budget? Combien tu as déjà? On va dire. Bah, en fait, imaginons qu'on a une équipe sous-staffée par rapport à d'autres équipes. Comment, on va dire, doit-on défendre ça pour pouvoir obtenir... Ça, c'est compliqué. Je pense que parce que nous aussi ce problème. Mais je pense que il faut convaincre que les buts du business ne sont pas accomplis sans designer. C'est le premier. Donc, montrer, vous voulez faire ça, nous avons les designers qui peuvent faire ça. Donc, moi, je suis en train de faire cet exercice. Donc, je ne suis pas
la meilleure candidate pour te dire comment ça se passe parce que je n'ai pas encore de résultats. Mais moi, ce que je fais, c'est vraiment faire set expectations. Donc, vous voulez faire ça. Nous avons 4, 5 designers. Si on aura 6, on pourra faire ça. Et si on reste comme ça, on pourra faire ça. Et chaque designer va dépenser leur temps comme ça. Et enfin, c'est le choix des exécutifs. Et si dans l'avenir, ça ne marche pas ou leurs buts ne sont pas accomplis, donc tu les auras donné du choix. Est-ce que ouais. Bonsoir, je m'appelle Anthony, je suis product designer. En fait, je voulais savoir si vous aviez eu en tant que manager à faire face à des juniors qui avaient le syndrome de l'imposteur et si vous avez réussi à les aider à s'en détacher et si oui, comment? Je pense que c'est un problème fréquent chez les juniors, évidemment, et c'est justifié. Tu le retrouves aussi même chez des gens qui ne sont pas juniors. Et encore une fois, je reprends mon approche pragmatique. En fait, un junior, donc le syndrome de l'imposteur, c'est j'ai l'impression que je ne suis pas légitime dans mon poste, que ce que je fais, c'est un peu naze, alors que ce n'est pas tout à fait vrai. Parfois, c'est même carrément pas vrai du tout, parce qu'on va avoir quelqu'un qui est excellent. Donc c'est un problème, je pense, avant tout de confiance, dont on a parlé tout à l'heure. Et encore une fois, si je reprends ma vision pragmatique des choses, en fait, il suffit, je pense, de mon point de vue, pour essayer de débloquer un petit peu la personne, de lui montrer en fait les bénéfices de ce qu'il fait. Faut pas s'arrêter à t'as livré ça, merci, c'est bien, salut. En fait, faut même pas s'arrêter au merci, t'as fait du bon taf et tout. Si on décèle que c'est un vrai problème et si le collaborateur lui le remonte lui-même, alors du coup on n'a même pas ce travail de décelage à faire, on le sait. Je pense que c'est la responsabilité du coup de la personne qui encadre le junior, de lui montrer en fait, mais de manière hyper méga concrète, le fruit de son travail. En fait, regarde, grâce à ton projet, vous allez croire que je suis un fou des chiffres, mais c'est parce que c'est le seul exemple que j'ai en tête. Mais en fait, regarde, tout à l'heure là, tu m'as dit que tu avais mis un bouton bleu à la place d'un bouton orange parce que tu pensais que machin et tout. Effectivement, grâce à ça, ça nous a permis de générer tel bénéfice ou tel machin et tout. Donc, en fait, factuellement, c'est pas un avis. Factuellement, t'es pas un imposteur. C'est faux. En fait, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les faits. Mais moi aussi, j'ai le syndrome d'imposteur, en fait. Mais c'est pour montrer que c'est pas vraiment un problème des juniors. Donc, chaque fois que tu commences quelque chose de nouveau, tu te sens souviens comme ça et c'est normal. Je pense que les juniors, le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne sont pas habitués à ce sentiment. Et donc, il faut un peu montrer que c'est normal d'avoir ce sentiment et c'est vraiment... il faut dépasser un peu le paralyse de ça. Et comment on fait ça? Mais Thomas a très bien expliqué. Mais il faut trouver vraiment le small wins, les petits victoires. Mais c'est le travail de manager de trouver ces petites victoires pour que le designer puisse gagner en confiance. Et oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Bonjour, moi je m'appelle Arjo. Ma question c'est plus par rapport à la notion d'impact et par rapport au business. Très concrètement, pour avoir de l'impact dans un business, faut connaître le business. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes actif sur comprendre vraiment les besoins de l'entreprise, les dimensions business, les autres équipes, comment elles fonctionnent? C'est quoi leur retour côté sales, côté CSM, ce que vous voulez? Ou vous laissez ça aux produits qui vraiment gèrent tout ça, quoi? Aujourd'hui, ma situation est un petit peu différente de celle que j'avais il y a 6 mois. Il y a 6 mois, je peux te répondre sans aucune ambiguïté. Oui, en fait, j'étais aux réunions des commerciaux, etc. Je regardais tous les rapports, etc. Donc, je bossais pour un site de e-commerce, c'est relativement normal, ou ça paraît plus naturel. Donc oui, évidemment, j'étais invité, j'y allais pas tout le temps, mais en tout cas, j'étais impliqué dans les boucles. Évidemment,
j'oublie pas que moi, mon travail, c'est un travail de recherche, de design. Donc évidemment que je suis là, on va dire, juste à titre consultatif, mais que je n'ai pas vraiment de pouvoir en fait dans ces réunions-là. Mais je suis au fait de ce qui se passe. Je connais la conjoncture de l'entreprise. Je sais que ça va pas et ça me permet justement, comme je te disais, ça fait partie un petit peu des side skills qu'on a cités tout à l'heure, d'arriver avec des propositions qui sont un petit peu plus appuyées, un petit peu plus réalistes par rapport au contexte de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'essaye de reproduire chez Captain parce que c'est une boîte avec un scope différent, ça ne se passe pas exactement de la même manière, le contexte est complètement différent, il y a eu un rachat, etc. Donc on est dans d'autres types de problématiques, mais c'est quelque chose que j'essaye absolument de reproduire parce que en fait, moi derrière, ce que je vais remonter à mes équipes, c'est des fragments de ce que j'aurais pu capter lors de ces décisions-là pour leur permettre d'appuyer un petit peu plus, ce qu'il faut. Donc moi, je crois beaucoup que c'est important. Il ne faut pas tomber dans le travers de se prendre pour un commercial ou un marketeur ou un data, etc. C'est pas du tout l'objet de la chose. Mais je pense qu'effectivement, savoir ce qui se passe en dehors de ton microcosme, ça peut te donner des billes parfois vraiment hyper importantes pour mieux affiner ce que tu fais. Oui, je vais ajouter que normalement, c'est le manager qui fait ça parce que c'est un peu un niveau macro. Donc, c'est le travail de manager de créer ces liens avec d'autres dans l'entreprise. Mais le travail de designer individu, c'est de connaître les utilisateurs. Et donc, c'est pour ça que c'est très utile d'avoir ces relations, ces liens avec les gens côté business. Parce que en particulier, si tu travailles dans l'entreprise, B2B, c'est très, très, très important d'avoir l'accès aux clients. Et c'est pour ça que tu veux nourrir ces liens. Et qu'est-ce que je voulais dire en plus? Oui, un peu. C'est tout. On a le temps pour une dernière question. Ouais, Julien Pelletier a une question. Je me souviens ce que je voulais dire. Et si vous avez un problème de buy-in into design thinking, si vous avez l'impression que votre équipe est sous-staffée, tout ça, faites vos alliances. Souvent, c'est le côté business qui sera le plus grand ally pour vous, pas vraiment le côté développeur ou le côté produit. Souvent, c'est vraiment les gens qui ont des interactions avec les clients. Ah oui, c'est l'argent. Oui, c'est ça. Donc, pour ça, c'est très important pour le manager d'avoir ces liens. Donc oui, je m'appelle Julien et j'avais une question. Vous avez beaucoup parlé de comment vous faites progresser vos équipes. Comment vous faites pour progresser vous? Alors, il y a déjà des éléments de réponse dans la question comment on fait pour progresser seul, parce que je crois qu'à ma connaissance, vous êtes les seuls design managers de vos boîtes. Comment vous faites d'autres trucs pour progresser en design management? Je pense que déjà, j'essaie d'appliquer ce que je viens de dire à moi-même, en fait. Et je pense qu'effectivement, je compte aussi beaucoup sur... En fait, moi, je crois beaucoup, et c'est vraiment un point de vue hyper personnel, je crois beaucoup en l'échec. Je pense que l'échec, c'est le plus gros facteur d'apprentissage de la Terre. Donc, en fait, ce que j'essaie de faire pour progresser, c'est de faire des choses, peu importe en fait. Je pense que le plus gros piège pour pas progresser, c'est la passivité. Donc en fait, quand j'ai une idée ou quand quelqu'un a une idée et qu'on la réfléchit à un minimum, tout de suite, ce que je vais essayer de me faire, c'est d'enlever les mais en fait. Mais attends, j'ai pas pensé à ça, etc. Donc évidemment, il en faut un ou deux parce que sinon on arrive un peu trop fréquemment avec n'importe quoi. Mais je pense que moi, j'ai beaucoup appris en commettant des grosses erreurs. Tout à l'heure, j'ai cité l'exemple du management un petit peu situationnel ou en gros junior versus senior, etc. Ça, c'est une des plus grosses leçons que j'ai appris. C'est en me tapant un freelance qui était senior et qui était nul à chier. Il est pas là ce soir? Je regarde juste s'il est pas là. Ouais, il est pas là. Et donc, qui était nul. Et donc, du coup, pendant 6 mois, c'était un calvaire, mais c'est une des plus grandes leçons que j'ai apprises. Donc, je crois beaucoup à cette méthode et puis après à l'application de tout le reste de ce qu'on s'est dit, bien évidemment. Pourquoi tu rigoles? D'accord. C'est pas filmé, j'espère. J'ai vu un framework. Comment c'est un framework en français?
cadre de pensée qui montre que, comme Thomas a dit, tu apprends 70% de tes compétences en faisant des trucs, donc il faut faire ça. 20% des compétences devient par rapport à du mentorat et 10% par l'éducation, des conférences, l'éducation formelle. Et donc, Thomas a dit qu'il faut juste faire, l'action est très importante. Moi, je vais ajouter que le mentorat est très important aussi. Donc, moi, j'ai trouvé quelqu'un, un leader dans l'organisation qui est plus expérimenté que moi. Je l'admire. Je l'admire. Et c'est une femme aussi qui marche pour moi parce qu'il y a souvent des problématiques qui sont plus proches aux femmes qu'aux hommes. Je vais vous dire, c'est un secret. Et je lui ai approché, elle m'a dit oui, je peux te mentorer. On travaille dans une façon informelle comme ça. Et c'est une personne qui a un lien direct avec ce que tu fais, genre quelqu'un de l'équipe produit ou quelque chose comme ça, ou rien à voir? Non, c'est quelqu'un dans l'organisation business en fait. Ok, merci. Parce que normalement, comme leader, souvent les problématiques ne sont pas vraiment sur hard skills, c'est vraiment soft skills qui sont très importants à ce niveau. Et par exemple, pour moi, c'est l'influence, comment influencer les autres. Et c'est pas vraiment très important d'où vient ton mentor à ce stage. Merci Sacha, merci Thomas pour cette discussion. J'ai vu que les pizzas étaient arrivées. Ce sera l'occasion de poursuivre les discussions autour des pizzas et je vous invite à applaudir nos deux invités. Je n'ai pas fini. On recrute. Donc, on Nous travaille aussi. ici. Vous avez déjà vu nos espaces. Venez me voir si vous voulez travailler avec moi. Nous mon aussi, équipe, très nous aussi cool. on a des pizzas, des bières, les bureaux sont cool, etc. Et on cherche aussi. Hein.